Ça fait du bien, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 avril 2017. C'est le grand jour, donc on n'a pas le droit de parler de politique et surtout pas de celui-là et de celle-là. Enfin, vous avez quand même remarqué que celle-là, elle est barrée en diagonale et lui en verticale. Et quand on met deux diagonales, ça veut dire tchac, tchac, tchac. Alors, est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, 1, 2, plié. Salut. Moi, je veux pas de ça chez moi. Ni l'un, ni l'autre. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique, bien sûr. Un hommage à la littérature française. Un texte de Sainte-Beuve, 1804-1869. Un écrivain qui a été contesté en son temps. C'est normal. Quand on a des idées, on est toujours contesté. C'est inspiré d'un texte qui s'appelle Premier lundi, au pluriel. Pourquoi Sainte-Beuve? Pourquoi pas? Mais je vous remercie d'avoir posé cette question. J'aurais pu prendre n'importe quel autre auteur qui se trouve dans ma bibliothèque, et Dieu sait qu'il y en a. Mais je ne sais pas, ce matin je me suis levé, j'ai dit sur quoi j'écrirai aujourd'hui. J'ai pas le droit de parler de et puis de enfin tous les deux c'est pareil. Mais alors on va se prendre un peu de littérature, et puis j'ai ouvert cet ouvrage de Sainte-Beuve et je suis tombé sur une critique qu'il a fait, pas sur une clinique, quoique les deux foules, enfin bon, sur Corneille. Critique sur Corneille, et habile d'ailleurs, très très bien rédigé. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit exercice de style, c'est-à-dire détourner la chronique pour la faire mienne en rajoutant des mots à moi. Alors, des fois ça a du sens, des fois ça n'en a pas, des fois c'est comique, tragicomique, une farce. Une farce comme celle qu'on nous joue aujourd'hui. Ah oui, j'ai pas envie de rire. Et je suis sûr que vous non plus. C'est ça qui est drôle. Allez, ça s'appelle le... Puis c'est vrai, pourquoi parler de littérature française? Parce qu'il y en a d'autres. Eh ben, parce que la littérature française est exceptionnelle. Et c'est vrai, j'aurais pu parler de la littérature italienne avec Virgile, avec Dante. Et puis après, bon, Pirandello et tous les autres, bien sûr. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans la littérature française qui fait qu'il y a un véritable esprit, il y a une puissance absolument remarquable. Et ça, depuis le Moyen-Âge, déjà, des Rabelais, on a une truculence, on a un esprit qu'on va retrouver du 15e jusqu'au 20e siècle. Ouais, jusque dans les années 60, 80, c'est vraiment limite. Puis après, les auteurs, j'y arrive plus, je suis incapable de les lire. Tous ceux qui viennent après, je ne sais pas pourquoi, ça manque d'âme, ça manque de profondeur, ça manque d'intelligence, et surtout parfois ça manque d'esprit. Il n'y a pas cet esprit truculent que je retrouve dans cette littérature que... Je ne sais pas, elle me fait vibrer, elle me plaît, elle m'amuse. Elle m'amuse, mais dans le bon sens. S'amuser, se remplir l'esprit, l'âme et le corps, comme des vibrations magnifiques du bol chanteur. Quand on a lu Sainte-Beuve, Victor Hugo,
Lamartine, Chateaubriand, et tant d'autres. Rimbaud, bien sûr. Quand on les a lus, même Céline, eh bien, on se sent grandi. Il va dire, hey, tu vas commencer. Ouais, j'arrive. Pas d'impatience. L'impatience, c'est comme la colère. Elle est très mauvaise conseillère. Allez, le dernier dimanche avant le cauchemar du macaron. Oui, ça pourrait être un titre d'un film des studios Pixar. Ben non. Les personnages politiques sont grands, généreux, cœur vaillant, tout en dedans. En dehors, haut de tête et noble de cœur à Cahors. Nourris la plupart dans une discipline austère de bois de Boulogne ou de buis dans lequel on puise l'eau, comme celle qui sert à refroidir la pipe à l'eau qu'elle se casse. Ils ont sans cesse à la bouche des maximes en boules de poils régurgitées auxquelles ils rangent leur vie. Et comme ils ne s'en écartent jamais, des cuisses. On n'a pas de peine à les saisir, un coup d'œil suffit. Ce qui est presque le contraire des personnages de Shakespeare et des caractères humains en cette vie. La moralité de ces hérons petits captagons est sans tache. Comme le père Goriot, comme amant Éphèbe, comme Amityville, ou ennemi très mal mis. Aïe, 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 j'ai soudain mal quelque part, après avoir ramassé un bulletin de vote déjà déchiré. Une bonne part pour certains, une mauvaise pour d'autres. Que pourrais-je ajouter? On n'est jamais trop aidé dans cette vie politique. Avance et recule, tu sais bien comme j'aime que tu me délasses. Hélas, ils ont l'accent sublime d'une vérité de mensonge, comme d'une tarte aux couilles que l'on nous ferait prendre pour des rognons de veau. Seigneur, il a dit couilles, pardon, aux âmes chastes. Les veaux de cette France qui aiment les abattoirs, et cette terrible lame que le bourreau sort de son tiroir pour nous faire pleurer avant de nous égorger. Mais ces riz de veau et ces maris cocufiés par la politique, et ces discours ont quelquefois une teinte ridicule. Ainsi, Don Sanchez, dans le cidre à la corneille, à qui on a retiré la chaise, s'écroule sur le sol comme une vieille souche effarouchée par la fourberie des costards à 1000 temps. Ces tyrans d'eau, ces marâtres habiles, sont tout d'une pièce comme ces héros, méchants d'un bout à l'autre, et encore, à l'aspect d'une belle action. Il est vrai que tendre la chaise au peuple pour qu'il y dépose son séant de faux géant et la lui retirer juste avant est une pratique redoutable de ceux qui nous gouvernent dans l'anchois de la bonne humeur, fétide dans le cas précis. Les hommes politiques ont l'esprit formaliste et pointilleux. Ils se querellent sur l'étiquette d'un costume de luxe ou pas, d'une montre Rolex ou pas. Ils raisonnent longuement comme les cloches, ding-dong, ding-dong, et ergotent à haute voix à la télévision jusque dans leur passion lubrique, qui est systématiquement celle de priver les citoyens de liberté, jadis fondamentale. Mais ils y mettent les formes. Les bonnes formes pour eux sont les mauvaises pour nous. Ils nous parlent de César, d'Auguste Pompée, de long en large en travers. Ils ont dû étudier la dialectique et tac à la Salamanque, et surtout là-bas en Espagne, à Salamanque. Les Salamalek à Toc-Toc, et lire Aristote d'après les Arabes, traduit par Ibn Roch de Cordoue, ou Averroès, au XIIe siècle après Jésus-Christ. C'est quelque chose que je voulais dire depuis un moment. C'est vrai qu'on critique les Arabes, c'est facile, la critique est facile. Mais ils nous ont apporté beaucoup. Le vocabulaire, une grande partie de notre vocabulaire nous vient de la langue arabe. El Toubi, le Toubib, el Kleba, le Klebar. Enfin, ça, c'est des exemples parmi des centaines. Mais il nous a apporté aussi une belle culture, parfois.
le couscous, le tagine, la céramique, la magnifique céramique qui a vraiment inspiré les Portugais également, de très belles mosquées, à partir de certaines églises, mais ça c'est pas les Arabes, c'est Sainte-Sophie en Turquie, c'est les Turcs, turco-mongols, c'est un autre peuple. Ouais. Enfin, ils nous ont apporté la poésie, l'eau de fleurs d'oranger, beaucoup d'apports dans notre culture, et je crois qu'il faut y penser parfois. Il n'y a pas que les vacances au Club Med à Tunis, hein. Il y a Carthage, bon, les Tunisiens sont plus phéniciens qu'arabes. Ils disposent d'un mélange culturel qui est très très important, turc, russe, enfin c'est français. Ces cultures sont plus mélangées que vous l'imaginez, et même parfois plus modernes. Donc, quand vous lisez Aristote aujourd'hui, dites-vous que sa traduction a été faite par un arabe au XIIe siècle après Jésus-Christ, que l'on appelle communément Averroès, un grand sage et un grand érudit. Je reprends. Donc, les héroïnes de Shakespeare, hein, on en était là, c'est la suite. Ces héroïnes, Narine à la ferme, c'est nous les gars de la narine, Scrognonieux à Paris, la belle époque, Marine, le pénible destin, Macaron farci de foutre, Macaron nie la vérité, Macaron tripote sa vieille et ses mômes, et ses adorables furies, à voile et à vapeur, à poil et à plume, s'envolent au firmament des enfoirés de Médeux, et se ressemblent presque tous. Leur amour inconditionnel est subtil comme la nouille agitée, combiné comme une enfilade alambiquée, tel un cul défoncé, et sort plus de la tête que du cœur. On sent que ces hommes politiques n'aiment pas les femmes et préfèrent les garçons dans les messes noires des caves des Fouquettes. N'est-il pas étrange ce devisement du monde, pauvre Marco Polo, si tu savais ce qu'ils font de tes épîtreries, les politiques de ce pays, tu te retournerais dans ton tombeau. Si tu voyais comment on nous vole les élections. Oh, c'est un mot du vocabulaire courant. Élection, élection volée, truquée. Ça peut se dire, non? On n'accuse personne. Comprends-tu au moins ce que c'est, Marco, les élections? Non, bien sûr, j'aurais dû m'adresser à Jaurès, car lui, il avait déjà tout compris. Allô? Non, excusez-moi, je lis. Une oreillette? Non, il ne voit pas que j'ai une oreillette. Ah. Non, mais il croit que c'est moi qui dit tout ça. Ça sort de moi. Oui, je suis sûr, ils ont rien remarqué. Je pense qu'ils sont... ils sont très sympathiques. Oui, comme des mammifères. Des veaux, je crois. Oui, ce que disait le général. Et c'est pour cette raison qu'ils ont assassiné Jaurès. Moi, je crois que oui. Nous vivons une époque formidable. Je vous remercie pour votre écoute de cet épître sans prétention aucune, mais alors pas la moindre. Je présente mes excuses à Sainte-Beuve pour ce détournement de littérature, mais peut-être qu'il en rirait. Je vous souhaite de superbes élections aujourd'hui, et puis on verra ce soir. Salut!